L'industrialisation comme vecteur de développement et d'emploi. Une vaste question, un chantier véritablement extrêmement important pour un pays comme le Sénégal et de manière plus large pour toute l'Afrique. Nous sommes aujourd'hui ici au siège du Club des investisseurs sénégalais. Je donne d'abord la parole à son président, M. Babacar Ngom. Jërëjëf. Merci. Thank you very much. Assalamu alaikum. Je voudrais vous proposer tout d'abord une minute. Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Rwanda au Sénégal, Madame la directrice du secteur privé, représentant le ministre de l'économie, qui nous a fait l'honneur de présider notre premier jeudi il y a un peu plus d'un an, chers professeurs, docteurs en économie, Messieurs les représentants du secteur privé sénégalais, chers membres du Club des investisseurs sénégalais, Messieurs les représentants de la Banque mondiale, distingués invités en vos rangs et qualités, chers amis, c'est avec un réel plaisir que nous vous recevons aujourd'hui ici au siège du Club des investisseurs sénégalais et vous souhaitons tout d'abord la bienvenue et vous dire combien nous sommes honorés et ravis de vous recevoir en espérant que cette rencontre d'aujourd'hui soit, comme c'est inscrit dans notre agenda, une deuxième rencontre qui en verra beaucoup d'autres et qui nous permettront d'échanger sur une question centrale pour tous les pays, la question de l'économie qui doit être au cœur de nos préoccupations, au cœur de nos discussions, au cœur de nos débats. Nous souhaitons donc que cette rencontre soit une deuxième, mais qui voie l'occasion, les mois à venir, parce qu'on l'a bien nommé les jeudis du CIS, qu'on puisse nous retrouver et vous êtes considérez que vous êtes nos invités permanents, surtout en tout cas vous les économistes. Je voudrais donc au nom du CIS encore une fois vous dire grand merci. Pour dire simplement aussi que la pandémie de Covid-19 qui sévit depuis plus d'un an maintenant, un an et demi pratiquement, a freiné les activités, en tout cas beaucoup de nos activités au niveau du club. Mais cette lueur d'espoir que nous voyons, que nous entrevoyons à l'horizon, nous donne envie. Et nous espérons que cela continue aussi, ça dure et que ça perdure. Donc cette lueur d'espoir nous donne envie d'avoir des rencontres comme celle-là, tous les mois ou au moins tous les 2 mois. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, l'industrialisation, comme vecteur de développement et de création d'emplois. Ce thème-là, le thème n'aurait pas pu être mieux choisi compte tenu du contexte que nous vivons en ce moment. Mais quand on dit industrialisation, on remonte très loin. Pensons d'abord à l'agriculture. L'agriculture, ça va de là jusqu'à l'industrialisation, je veux dire l'industrie minière. Et entre les deux, entre le métier de l'agriculture jusqu'à l'industrie minière, nous allons avoir tout ce qui touche à l'artisanat, tout ce qui touche à l'élevage, tout ce qui touche à la pêche et tous ces métiers-là qui doivent nous permettre de produire, de transformer, de valoriser, de créer de la richesse, pour ainsi dire, de domestiquer de la valeur ajoutée et de faire en sorte d'équilibrer notre balance commerciale. Donc produire. Produire plus par substitution aux importations.
produire, je pense que le Covid, la pandémie de Covid nous l'a enseigné, nous a montré que nous devons davantage compter sur nous-mêmes, sur tous les plans, au plan de la production, de l'autosuffisance, de la sécurité alimentaire, au plan sanitaire, au plan de l'éducation. J'espère que la leçon de la pandémie a été comprise et bien comprise par nos pays africains, parce que nous avons le continent le plus riche en ressources, mais nous n'avons pas le continent le plus riche réellement. Donc produire, ça va aussi inclure le développement des petites et moyennes industries. Ça va aussi transformer le secteur informel, parce que comme vous le savez, au Sénégal, nous avons un secteur informel très dynamique, mais très vaste. Et c'est pour ça que je disais souvent, produire ce que nous mangeons ou ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Le meilleur exemple, en tout cas, moi-même, je suis habillé par nos tailleurs, ici, localement, et je suis chaussé par nos cordonniers. Le CIS reste convaincu que la politique d'industrialisation passe inévitablement par le développement d'un secteur privé fort. Je voudrais donc terminer par ces mots, encore vous remercier très sincèrement pour avoir pris de votre temps pour partager avec nous ces moments. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais vous dire au nom des membres du club combien nous sommes ravis de votre présence. Et votre présence ici aujourd'hui, vous représentez pratiquement le continent africain. Tout simplement parce que votre pays, ce beau pays du Rwanda, votre président, le président Paul Kagame, dont nous saluons l'amitié avec notre président, le président Macky Sall, ce beau pays qui constitue une fierté pour toute l'Afrique et pour tous les Africains. Donc votre présence ici parmi nous a un sens extrêmement élevé. Je vous remercie, je remercie la salle, je remercie nos invités, nos professeurs, nos docteurs en économie qui nous ont fait aussi l'honneur d'être avec nous. Je vais laisser la parole tout à l'heure au modérateur qui va nous présenter nos panélistes qui ont été choisis parce qu'ayant un parcours reconnu, et je souhaite à tout le monde un enrichissement, un très grand enrichissement après cette rencontre de ce matin. Et je vous remercie encore une fois de votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président du Club des investisseurs sénégalais. Merci, Babacar. Je crois que le décor est campé. L'industrialisation, ce n'est pas une incantation. L'industrialisation, c'est une vision, c'est une volonté politique, sont des infrastructures, sont des ambitions. Mais l'industrialisation également s'appuie sur des potentialités et des opportunités qui sont propres à chaque pays, qui sont propres à des regroupements de pays. Un des spécialistes de ces questions, un véritable stratège qui a accompagné beaucoup de pays africains, est ici parmi nous. Mais avant de le présenter, juste dire que nous avons une dizaine de participants qui sont hors du Sénégal et qui suivent en temps réel nos débats et qui participeront. Donc, je disais un stratège qui accompagne des institutions, des sociétés, des États. Je ne voudrais pas en citer parce que tellement il y en a jusqu'au moment où je parle. Donc, Victor Ndiaye. Victor Ndiaye est le président directeur général du groupe Performance. Donc, je lui donne la parole pour nous mettre véritablement l'eau à la bouche et camper la situation générale. Merci beaucoup, Maktar. Bonjour à tous. Alors, ce thème est clé car tout le monde s'est posé la question pourquoi certains pays arrivent à décoller et d'autres pas. Et on voit notamment souvent ce graphique donc, qui compare le Sénégal à la Corée du Sud avec au départ deux pays qui étaient à peu près au même niveau et aujourd'hui deux pays qui ne le sont plus du tout. Le départ étant le moment de l'indépendance en 1960. En réalité, pour être plus précis, en 1960, le PIB par habitant du Sénégal était le double de celui de la Corée du Sud. Et aujourd'hui, le PIB de la Corée du Sud représente 22 fois celui du Sénégal. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est tout simple.
La Corée du Sud s'est industrialisée et le Sénégal pas. La Corée est devenue ainsi aujourd'hui un des géants mondiaux de l'industrie lourde, la sidérurgie, l'industrie automobile, la construction navale, un exportateur majeur de pétrole raffiné. Et un des points intéressants dans cette comparaison avec la Corée du Sud, c'est que la Corée ne disposait en réalité d'aucune des matières premières qui permettaient d'être fort dans ces filières. Ils n'ont pas de fer, ils n'ont pas d'acier, ils n'ont pas de pétrole. Ils ont par contre progressivement développé d'autres atouts, des entreprises ambitieuses et innovantes, une population éduquée et qui travaille, un cadre des affaires approprié pour développer le secteur privé local, pour faire venir le secteur privé étranger lorsqu'ils ne savent pas faire, apprendre puis faire à leur place. Ils ont su progressivement développer des avantages compétitifs. Et ce point nous paraît important parce qu'on entend souvent parler un peu de façon traditionnelle des avantages comparatifs sur lesquels devrait reposer l'industrialisation. Je crois que cela, c'est un premier enseignement. On ne s'industrialise pas dans des secteurs parce qu'on a les matières premières. On s'industrialise dans des secteurs dans lesquels on est capable et prêt à bâtir les facteurs compétitifs. Et en réalité, c'est cela l'émergence, dans des filières précises, petit à petit, de façon patiente et rigoureuse, bâtir les avantages compétitifs qui permettent progressivement d'avoir des filières championnes qui émergent et d'en faire des moteurs de croissance. Alors, nous avons développé, nous utilisons un outil au cabinet, chez Performance, qui nous montre est-ce qu'un pays dispose de moteurs de croissance ou pas. Donc c'est une matrice qui montre notamment l'ensemble des filières d'un pays, avec notamment ce qu'ils produisent, avec plus ou moins de valeur ajoutée ici, et où ils le vendent, avec ici un marché essentiellement domestique et ici un marché essentiellement à l'export. Peut-être le principal enseignement de cette matrice, c'est, on a 4 cases, c'est cette 4e case ici en haut, où on retrouve les filières internationales de forte valeur. Le Sénégal n'en a pas, malheureusement. Nous voyons ici que nous ne vendons au reste du monde essentiellement que des matières premières, de l'arachide, de l'or, du poisson, de l'acide phosphorique. Et comme notre économie est extrêmement ouverte, notre marché est dominé par les importations, ce qui explique pourquoi toutes ces filières de l'industrie domestique ont souvent une taille extrêmement petite. Or, sans quelques filières moteurs de croissance ici, nous ne décollerons jamais. La question clé est donc la suivante. Dans un environnement mondial aussi ouvert et concurrentiel, quel moteur de croissance pouvons-nous et sommes-nous prêts à bâtir dans les 5 à 10 prochaines années? Alors, pour y répondre, il y a une première piste de bon sens que les consultants en stratégie, j'en fais partie, non pas toujours, c'est de se demander et de regarder dans quoi travaillent les Sénégalais aujourd'hui et comment faire en sorte qu'ils fassent mieux ce qu'ils font aujourd'hui et gagnent plus. On a, d'après les statistiques officielles, 3,9 millions aujourd'hui d'emplois au Sénégal, dont 19% ici sont dans l'agriculture et la pêche, et 38% dans l'artisanat et l'industrie. On peut dire l'artisanat parce que seul 1% de ce secteur est formel, ça veut dire que les 49% restants, on est bien dans de l'artisanat. Ceci montre que 6 Sénégalais sur 10 sont dans l'artisanat ou l'agriculture et en réalité vivotent avec des revenus extrêmement faibles et précaires. Et pour ces agriculteurs, comme pour ces artisans, leur avenir dépend de l'industrie.
Voyons comment. Commençons par l'agriculture. Aujourd'hui, nous avons ici un certain nombre de filières qui sont ce que nous produisons, et nous produisons essentiellement des produits, soit que nous autoconsommons, soit que nous exportons brut, l'arachide qui va en Chine, du mil que nous autoconsommons pour beaucoup, des fruits et légumes, des produits halieutiques que nous mangeons en partie ou que nous exportons beaucoup. Et nous avons une industrie agroalimentaire, avec d'ailleurs un certain nombre de grands acteurs ici. EDK aujourd'hui est dedans, Sénico, Sedima, la NMA, Patisen, mais qui travaillent essentiellement avec des matières premières importées. Demain, nous devrons impérativement transformer nos matières premières sur place dans le cadre de filières intégrées de bout en bout. Alors, je donnerai ici l'exemple d'une filière souvent délaissée, mais que nous, les Ferrères, on aime bien, c'est le mil. Et il y a une usine à Thiès, à Fanden, à la sortie de Thiès, qui fabrique de la farine de mil et qui, à partir de la farine de mil, fabrique des produits que nous consommons beaucoup au Sénégal, du harao, du takri, du couscous, etc. Une usine mise en place par notre compatriote Pierre Ndiaye des Yaourt Ndiabot. Pour son mil et pour fabriquer la farine et ses produits, cette usine s'approvisionne à partir de coopératives qui sont à Wahanguna, à côté de Kaolack. Et grâce au contrat annuel d'achat qu'elle a mis en place avec ses contrats d'achat, avec ses coopératives, elle a littéralement transformé la vie de ces zones. Avec notamment 6000 paysans qui, grâce au contrat annuel d'achat, aujourd'hui ont un financement de la banque, ont une assurance en cas de perte de récolte, avec de l'appui, ont pu augmenter très fortement leur productivité, qui est passée de 700 kg à l'hectare à 1200 kg à l'hectare, donc des revenus qui ont très fortement augmenté, sans parler ensuite du staff, des soixantaines de personnes qui sont également dans l'usine et qui ont également désormais des emplois formels, dont une quarantaine de femmes de Fanden. Le mil, c'est environ 1 million d'hectares emblavés au Sénégal, et si la moitié de ces terres emblavées bénéficiaient de contrats pluriannuels comme ces coopératives de Kaolack, c'est environ 1,5 million à 2 millions d'emplois rémunérés demain pour toute une population de paysans et en réalité de plus en plus d'agri-entrepreneurs. Et contrairement à ce qu'on entend souvent, le potentiel du marché du mil est là. Au Sénégal comme à l'international, il se trouve juste qu'on ne l'a jamais vraiment développé. Et ce qui est vrai du mil est vrai d'autres produits, est vrai de l'arachide. L'arachide, c'est 1,5 million d'hectares emblavés au Sénégal, c'est la superficie la plus importante. Donc, on se rend compte que le potentiel de transformation de nos produits est extrêmement important dès lors qu'on met en place une chaîne de valeur véritablement intégrée. Et comme partout dans le monde, l'industrie est l'avenir de l'agriculture car elle lui assure ses débouchés et lui permet d'augmenter sa productivité et ses revenus. Deuxième sujet, les artisans. On a ici deux groupes d'images, donc à gauche et à droite. Je ne sais pas si vous voyez quelle est la différence entre ces deux images. À gauche, on a des artisans traditionnels sénégalais. Et à droite, nous avons des images qui sont extraites des sites des plus grandes maisons de luxe du monde. Chanel, Dior, Louis Vuitton. Et aujourd'hui, dans leur site, ils ne montrent pas leurs produits, ils montrent leur savoir-faire parce qu'ils considèrent que c'est désormais leur atout le plus important. Alors, que doit devenir l'artisanat et ses artisans sénégalais demain? D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant l'industrie, tout était artisanat.
C'est avec la révolution industrielle que l'artisanat s'est progressivement fondu dans l'industrie. Dans l'industrie française du XVIIIe siècle, par exemple, ce sont des maisons de commerce dans les villes qui tenaient le business, mais qui sous-traitaient tout le filage et le tissage à des artisans dans les campagnes. Mais avec la production en série, avec la recherche de coûts de plus en plus bas, cet artisanat s'est fondu dans de grands groupes industriels, et c'est ce qui a mené d'ailleurs vers la mise en place de grandes chaînes de production à l'échelle mondiale, avec une partie de ces productions qui ont été de plus en plus sous-traitées au Bangladesh ou en Éthiopie, avec des coûts de plus en plus bas. Seules les grandes maisons de luxe gardant une activité semi-artisanale à haute valeur ajoutée. Alors, qu'est-ce que nous voulons devenir demain? Est-ce que nous voulons devenir l'usine du monde, comme le Bangladesh, avec ses ouvriers à bas salaire, ou l'arrière-boutique, voire la boutique de l'industrie mondiale de la mode et des cosmétiques? Donc, un modèle industriel quelque part qu'il faudra sans doute inventer, mais qui serait capable d'assurer un avenir décent à nos artisans. La réponse à cette question, nos créateurs au Sénégal ont déjà commencé à y apporter des réponses. Nous voyons ici une multitude de marques haut de gamme sénégalaises qui sont en train de naître, et nous avons le plaisir d'avoir dans la salle quelques représentants de cette filière aujourd'hui, et qui sont en train, dans le travail du cuir, de la céramique, de l'habillement, de la bijouterie, vraiment d'arrimer nos savoir-faire traditionnels au dynamique marché mondial de la luxe et des industries créatives. Sans stratégie nationale vraiment organisée et volontariste, mais parce que nous avions un certain nombre d'atouts, notamment notre patrimoine culturel, notre savoir-faire traditionnel, des Sénégalais ouverts au monde et une diaspora assez forte. Grâce à cela, nous avons progressivement bâti des avantages compétitifs importants, et une filière sénégalaise des industries créatives est en train de naître. Nous devons désormais, dans le cadre d'une stratégie nationale claire et volontariste, en faire un vrai moteur de croissance et le levier de la formalisation de notre économie et de notre artisanat, de la transformation structurelle et donc de l'émergence de notre économie. 2 slides pour conclure. Nous avons projeté ici, à notre avis, ce à quoi pourrait ressembler le Sénégal industriel de 2030, avec notamment au moins 2 moteurs de croissance industrielle. Nous n'avons mis que l'industrie. Nous avons volontairement sorti les autres secteurs, notamment de services, mais au moins 2 moteurs de croissance industrielle, les industries agroalimentaires, nous l'avons dit, qui doivent nous permettre de transformer localement nos produits, l'arachide, le mil, les fruits et légumes, le sel, le sucre, les produits d'élevage, et les industries créatives qui elles-mêmes doivent nous permettre de tirer vers le haut toute une industrie, tout notre artisanat local et toute une industrie domestique beaucoup plus productive, avec toute l'industrie de demain de cuir et peaux qui doit devenir une vraie industrie de chaussures et de maroquinerie, l'industrie du tissage qui doit aller vers le textile habillement, les bijoux, l'ameublement, la cosmétique, et favoriser aussi le développement de tout un savoir-faire de base industrielle qui va aider à développer aussi un tissu de base industrielle comme de l'industrie pharmaceutique, l'industrie chimique, les matériaux de construction et le BTP. Ceci signifie, ce sera le mot de la fin, que le Sénégal émergent devra être un Sénégal à la fois authentique et moderne. Authentique parce que nous croyons en nous-mêmes et nous sommes fiers de notre culture et nous le montrons dans notre façon d'être, de produire et de consommer, et que c'est sur ces racines que s'appuiera notre participation à la mondialisation.
Moderne, parce que nous nous approprions les technologies pour améliorer nos savoir-faire et être compétitifs sur le marché mondial. S'appuyant sur un État stratège, le rôle de l'État est clé. Un État capable de choisir et de faire émerger des filières championnes. C'est notamment une des choses que le Rwanda a su très bien faire. Le Rwanda, en 20 ans, a développé de vrais moteurs de croissance dans le tourisme, dans le café, dans le thé, en partant au départ de très peu. Un État capable d'orienter de façon fine la commande publique pour stimuler ses filières et son secteur privé local. Un État capable de faire la différence entre les filières et les supports. Car beaucoup trop de pays se concentrent sur quelques infrastructures supports au lieu de développer les filières. Et enfin, des acteurs économiques, le secteur civil, la société civile, qui vraiment partagent cette ambition et qui, ensemble avec l'État, se donnent la main et regardent dans la même direction. On le voit, l'ambition de tout ceci et l'ambition de ce Sénégal industriel, c'est l'émergence et la vision est claire, le chemin est assez précis et en réalité, nous y arriverons si nous exploitons les nombreux atouts dont nous disposons. Je vous remercie. Merci Victor, avec pragmatisme pour montrer que les choses sont possibles, mais que le préalable, c'est la connaissance. Savoir exactement quels sont les atouts dont nous disposons, savoir quelles sont les richesses dont nous disposons, savoir quels sont le savoir-faire dont nous disposons, pour pouvoir traduire tout cela en actions concrètes et non seulement se limiter à rêver, mais rendre le rêve possible et les ambitions concrètes. Donc merci encore une fois, ça donne de l'espoir. Et je crois que l'une des filières qui sont les plus importantes, où certains de nos membres sont ici représentés, c'est l'agro-business, l'agro-industrie. Et un des acteurs, c'est Mactar Fall. Mactar Fall qui est le patron d'AgroSeed, mais qui a organisé il y a à peu près 2-3 semaines le 4e congrès mondial panafricain de l'horticulture. Il est dans le métier depuis très très longtemps. C'est un juriste au départ qui s'est reconverti à l'agriculture. Il nous racontera peut-être comment il fait, qui exporte aujourd'hui beaucoup de choses à partir du Sénégal, qui organise des paysans dans certaines parties de ce pays et qui va donc venir prendre la suite et de manière concrète partager son expérience. Merci Mactar, merci Président. Je dois dire que je suis très, très heureux d'être là et de partager ce moment avec un parterre, un aéropage de personnalités de cette qualité. J'avais préparé une communication hier soir, parce que c'est avant-hier, je crois, qu'au pied levé, le président Boubacar m'a appelé pour me dire finalement, on veut te proposer pour être un des panélistes. Je n'y étais pas préparé du tout. J'avais griffonné quelque chose, mais quand j'ai vu l'audience dans la salle, je me suis dit, hey, gars, il ne faut pas entrer dans ce jeu-là. On va discuter, on va ouvrir des pistes de discussion, on va échanger, plus que donner quelques informations dont vous avez très certainement déjà tous possession. Et je n'ai pas de réflexion ni d'analyse particulière. Mactar vient de le dire, je ne suis pas économiste, encore moins un spécialiste des métiers de l'agriculture. Mais il est vrai que c'est un métier que j'ai rencontré il y a 26 ans et que j'ai adopté et que je n'ai jamais quitté. Et je n'ai pas de projet de le quitter non plus. La raison est simple, c'est que j'y trouve un équilibre assez parfait entre, on va dire, mes ressentiments personnels et au fond ma vocation professionnelle. Victor l'a dit, et le président Boubacar Ngom avant lui, l'industrie, c'est d'abord la production en amont. Et si on parle d'agriculture et d'agro-industrie, très clairement, il faut commencer par dire ou faire le constat qu'au Sénégal, le premier problème que nous avons,
c'est qu'on ne produit pas assez. Et on ne produit rien à suffisance. Dans aucune filière, en tout cas agricole que je connais, pas les fruits et légumes, c'est pas les céréales. Victor le disait tout à l'heure, il a raison. Et c'est une situation paradoxale, parce que ce pays a le potentiel pour non seulement produire à suffisance les besoins, ses propres besoins de consommation, mais produire pour exporter. C'est un pays qui potentiellement doit être un pays exportateur net de produits agricoles. On est dans la situation totalement inversée. On peut discuter, on peut échanger sur les raisons, sur les explications. Qu'est-ce qui nous vaut d'en être là? À mon avis, au moins 2 éléments clairs. C'est le défaut de formation des acteurs. On ne peut pas être même un agriculteur et tirer un optimum de sa production de patates douces, de salades, d'oignons ou de je ne sais pas quoi, si on n'a pas une base minimale de formation dans ce métier. Je peux le dire et je donne souvent l'exemple pour la tomate industrielle. Nous sommes un peu en compétition avec le Maroc. C'est très prétentieux d'ailleurs de le dire. Mais enfin, dans le sud du Maroc, à Agadir, les conditions de culture sont absolument identiques à celles qu'on retrouve dans la vallée du fleuve Sénégal, avec la disponibilité en eau en moins, du moins en notre faveur, parce qu'on a de l'eau, nous, pour la vie. Et à Agadir, il n'y a plus d'eau. On utilise à 98% le même paquet technique, c'est-à-dire la génétique, les semences, les produits de traitement, les produits de fertilisation. Quand, à l'arrivée, le producteur marocain, il sort pas moins de 120, 130 tonnes à l'hectare de tomates industrielles. Au Sénégal, on rame pour sortir 30 tonnes à l'hectare. La différence, elle n'est pas dans le paquet technique, je dis que c'était le même. Pas dans les conditions climatiques ou pédologiques ou whatever, on est rigoureusement dans les mêmes conditions. C'est la connaissance, la formation, je pense, là, clairement qui fait la différence. Évidemment, d'autres facteurs, la mécanisation, essentielle. Il faut arriver à un niveau de mécanisation plus élevé, plus poussé, dans toutes les filières agricoles pour pouvoir accroître la rentabilité de ce secteur. L'agriculture, c'est aussi l'élevage, un peu. Le président Ngom me racontait il y a quelques années, au tout début de nos rencontres, qu'il avait tenté une expérience pour sa minoterie de contracter localement avec une organisation pour s'approvisionner en maïs. Simplement en maïs pour les besoins de sa transformation industrielle. No way. Un fiasco. Une situation totalement ubuesque, mais que l'on vit au Sénégal. Et je pense que c'est ça qu'il faut régler en premier. Régler cette question de capacité des acteurs à bien produire, à produire suffisamment. Ce qui est vrai du maïs fourragé, qui est vrai de la tomate industrielle, est vrai de toutes les spéculations que l'on fait ou que l'on peut faire au Sénégal. Donc je le disais, un pays exportateur net par vocation, qui se retrouve être un pays importateur net de toutes denrées de consommation. Je pense que c'est cette tendance qu'il faut renverser avant même d'envisager, d'enclencher sur des processus post-récolte de transformation. Parce que l'industrialisation, c'est précisément ça. C'est qu'est-ce qu'on fait quand on a fini de produire. Et là-dessus, encore une fois, si je donne l'exemple de la pomme de terre. Voilà un pays qui peut produire de la pomme de terre, évidemment pour ses besoins de consommation propre, mais qui continue d'importer 300-400 000 tonnes de pommes de terre par an. En frais. Mais qui continue d'importer et avec une tendance exponentielle
des produits transformés de pommes de terre, les surgelés, les flocons de pommes de terre, même les chips. Ça, c'est de la valorisation industrielle. Si on règle la question de la production, toutes ces questions vont suivre, évidemment à condition de régler aussi tous les autres paramètres de compétitivité, et notamment la question énergétique, elle est importante, elle est essentielle. Je parlais de tomates industrie, je vais revenir dessus pour évoquer un autre aspect du problème que nous avons. J'ai pu avoir un partenariat avec une société japonaise qui est leader mondial pour ce qui est tomates industrielles. Voilà. Une société qui transforme 24 millions de tonnes de tomates fraîches tous les ans, avec des unités industrielles dans 17 pays. Ils sont venus au Sénégal. Ils sont venus au Sénégal parce que le président de cette société, comme beaucoup d'acteurs internationaux aujourd'hui, est arrivé à la conclusion que l'Afrique, c'est un continent pour l'avenir et qu'il y a du potentiel et que tout est à faire ici. Donc, sur les politiques d'attrait de l'investissement direct étranger, il y a certainement encore des choses à faire, mais il y a une base qui peut vendre le Sénégal. Et c'est les raisons pour lesquelles ces gens sont venus là. On est ensemble depuis 5 ans. On a fini de prouver qu'il est possible au Sénégal, dans la vallée du fleuve Sénégal, de produire de la tomate fraîche, de la transformer en triple concentré de tomate. Le triple concentré de tomate, c'est la matière première industrielle pour tous les produits industriels dérivés de la tomate. D'accord? Donc, qu'on peut produire au Sénégal, transformer, obtenir du triple concentré moins cher que le triple concentré qu'on importe de Chine, de Turquie ou des pays du pourtour méditerranéen. Le Sénégal est devenu compétitif, avec un potentiel d'être un champion à l'échelle mondiale dans la production du triple concentré. Aujourd'hui, on importe encore au Sénégal, pour les besoins de nos industries, plus de 70% de leurs besoins de triple concentré. Voilà les problèmes. Paradoxe extrême. Donc, ça est prouvé. Il reste à passer à l'action. Je précise que le marché du triple concentré pour le Sénégal, il est tout petit. Mais à l'échelle de la CEDEAO, il est énorme. Et il est à 99% entre les mains des Chinois, qui nous vendent du triple. Il n'y a pas de Chinois ici, donc je peux y aller. Qui nous vendent du triple avec peut-être, je dis bien peut-être, 60% de tomates. Et plein d'autres composants. Ce qu'on produit ici, c'est de la tomate, mais 100% de tomates fraîches. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à démarrer l'usine, même à l'implanter. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, il faut régler la question de la production. Il faut des terres. Et on n'a pas de terre. Et ce n'est pas faute de demander, faute de... On a frappé à toutes les portes. Je ne devrais pas évoquer la question de terres agricoles ici aujourd'hui. Bon. C'est général. Donc ça fait partie des problèmes et ce sont ces problèmes-là, je pense qu'il faut prendre à bras le corps. Et une organisation comme le CIS est tout indiquée, justement pour prendre à bras le corps ces questions, structurer une démarche et mener, je vais emprunter le terme, les combats qu'il faut pour les faire aboutir. Parce que c'est un rapport presque de force qu'il faut avoir avec les autres acteurs, et notamment avec l'État, pour arriver à des infléchissements sur les exigences pour rendre cela possible. J'avais encore une fois
pris beaucoup de notes et fait une préparation, mais je pense que l'intérêt de cette rencontre, il va être plus dans les échanges qu'on va avoir. Je vais vraiment m'arrêter à ces quelques éléments de partage sur la question spécifique de l'agro-industrie. On aurait pu développer sur l'artisanat, vous en avez parlé. Là aussi, incroyable. Je pense que le problème qu'on a, en tout cas un des problèmes, c'est la mise en cohérence des politiques sectorielles pour l'industrialisation. Et sur cette question, il y a beaucoup de choses à dire. Je ne comprends pas que pays comme Sénégal, bravo président de vous habiller Sénégal, avec le potentiel de création que nous avons, le talent que nous avons de nos créateurs, qu'on n'ait pas suffisamment développé l'industrie, mais de la filature. Elle a existé, elle a fait florès un moment. Elle est en décrépitude, elle n'existe quasiment plus. La production cotonnière au Sénégal. Je rappelle que le Sénégal est un pays, parmi les 5 pays de la zone Ouest-Afrique, producteur de coton, avec un énorme potentiel. C'est ce que c'est devenu la production cotonnière. Donc la mise en cohérence, pour moi, c'est reprendre la production cotonnière, remettre du jus dans les industries et les mettre à niveau des industries textiles, et après développer une politique d'incitation pour le développement du secteur de la confection, de l'industrie textile. C'est cohérent et ça peut fonctionner. Mais on ne peut pas vouloir ça et puis encourager ou mettre en place un dispositif d'importation de feuillages. Ça ne marche pas. C'est pas possible. C'est l'un ou l'autre. Dans l'industrie laitière, c'est ce qui a perdu les industries comme Senlait, drapeau national. C'est ce qui a perdu une industrie comme Nestlé, leader mondial, sur un marché comme le Sénégal. Parce qu'on a laissé importer de la poudre de lait et qui a fini de faire les dégâts que l'on sait dans le secteur. Je m'en arrête là, Président. Je vais retourner dans mon siège et rester plutôt à Louis, parce que je dois avoir beaucoup de choses à apprendre de cette audience. Je vous remercie. Oui, beaucoup de pragmatisme, des paradoxes, des résistances, des réticences. Et cela nous ramène peut-être à un facteur extrêmement important, qui est le capital humain. Le capital humain dans ses compétences, dans sa formation, dans ses réflexes, dans son comportement de tous les jours. Et là, nous avons une figure, j'allais dire, emblématique de nos doyens qui nous ont précédés, militants, combattants, anti-impérialistes, à une salle, l'Afrique du Sud, l'apartheid, tellement d'histoire. C'est une icône, c'est une légende vivante, qui est le président de Futur Africain, qui se situe, lui, dans la perspective, dans l'analyse. Et je pense qu'il est important, dans ce type de réflexion, d'intégrer la démarche sociologique. L'homme tout simplement, l'homo sénégalensis, comme disait le président Senghor. Adieu. Monsieur Sylla, merci de cette introduction qui me présente comme un militant anti-impérialiste. Je crois que je le suis resté, même si avec l'âge et les cheveux blancs, j'ai mis un peu d'eau dans mon bissap. Mais je crois que c'est un combat juste. Le combat pour la souveraineté est un combat qui s'impose, qui a toutes ses raisons d'être. Et je considère que le club des investisseurs s'inscrit dans cette logique parce qu'il s'agit bien d'un club d'investisseurs du Sénégal, ces Sénégalais, pour accroître les marges de manœuvre dont dispose le Sénégal dans un environnement mondial qui est quand même marqué par une concurrence des plus féroces. Merci Victor de m'avoir invité. Merci à vous, les membres du club, de m'avoir fait l'amitié de me recevoir parmi vous. Et merci à tous pour l'opportunité que j'ai d'écouter, parce que comme M. Fall, je considère que je devrais être dans une posture d'écoute plus que dans une posture de prêcheur, que je ne peux pas être de toute façon, parce qu'encore une fois, je ne suis ni industriel, ni investisseur. Néanmoins, je ne me sens pas étranger parmi vous, parce que le sujet
est un sujet qui interpelle. L'industrialisation comme vecteur d'emploi est un sujet qui interpelle le prospectiviste que je suis, parce que qui parle d'industrie parle évidemment de long terme, et le sociologue que je continue d'être, même si je ne fais plus beaucoup de terrain, ainsi que me le reproche mon ami Magalouane, je demeure un sociologue et à ce titre, je m'intéresse aux acteurs de l'industrie et je m'intéresse à tout ce qui tourne autour de l'humain et le capital humain. Alors, ce que je voudrais faire, c'est très rapidement dire ce que m'inspire le thème d'aujourd'hui et pointer du doigt un certain nombre de défis qu'il me semble important de garder à l'esprit si l'on veut que l'industrie ou l'industrialisation soit véritablement un vecteur de développement. Alors, quand j'entends parler d'industrie, évidemment, je pense je suis interpellé à un double titre. Parce que il y a une certaine polysémie qui s'attache à la notion d'industrie. Il y a aujourd'hui, dans la conception classique, on a l'industrie comme faisant partie du secteur secondaire. Il y a un secteur primaire, il y a un secteur secondaire, il y a un secteur tertiaire. L'industrie, c'est le secteur secondaire et on pense en termes d'articulation entre le secteur primaire et le secteur secondaire permettant de valoriser les produits du secteur primaire. Mais c'est une conception classique qui n'a plus tellement sa raison d'être parce qu'avec les diverses révolutions industrielles, et notamment avec la 4e révolution industrielle qui est en cours, même si nous sommes en retard et en sommes encore à la 2e révolution industrielle, avec la 4e révolution industrielle qui est en cours, ces fractionnements et ce cloisonnement entre première, deuxième et troisième, entre secteur primaire, secteur secondaire et secteur tertiaire, n'a plus grande signification et il va en avoir de moins en moins parce que nous allons assister de plus en plus à une dématérialisation de l'économie, une dématérialisation qui fait qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les matières premières qui sont la source de la croissance au plan mondial ou au plan régional. Il y a donc nécessité, je crois, de réfléchir à l'industrie autrement qu'en termes de secteurs qui seraient séparés du secteur primaire, etc., etc. Ça, c'est lorsque l'on parle de l'industrie en ayant cette conception classique, conventionnelle de l'industrie. Mais il y a également que l'industrie évoque un certain nombre de métaphores. Il y a une conception, pas littérale, mais métaphorique de l'industrie. Et là, on pense non plus en termes de secteur, mais en termes de quantité. Et on parlera d'une erreur de type industriel, ou on parlera de l'industrie du crime, donc pas nécessairement quelque chose. Mais là, on fera beaucoup plus référence à la quantité, etc. Il y a donc ces doubles conceptions, ces doubles lectures de l'industrie, une lecture littérale et une lecture métaphorique, qui font que, au fond, l'industrie souffre d'une certaine polysémie et on entend industrie ou industriel à propos de tout et de rien. Et il faut donc, je crois, le premier défi qu'il convient de relever est bien celui-là. Il est d'ordre sémantique, il est d'ordre conceptuel. Il y a également que lorsque l'on parle d'industrie, et il en est déjà ainsi, il en sera de plus en plus ainsi, il faut s'interroger sur quel type d'industrie on parle. De façon conventionnelle, on distingue, les spécialistes, dont je ne suis pas, vont distinguer une industrialisation par intégration sectorielle. C'est la fameuse industrie industrialisante dont l'Algérie s'est fait à un moment le chantre, avec notamment des chercheurs comme De Bernis, etc. Et là, on va penser filière, on va penser des industries industrialisantes. Mais il y a également un type d'industrialisation en vue de l'exportation. Les pays d'Asie sont emblématiques de cette tendance. On va profiter du bas prix de la main-d'œuvre, du bas coût de la main-d'œuvre, pour produire en vue d'exporter. Et puis, il y a
un autre type d'industrialisation par substitution d'importation, qui est l'industrialisation la plus connue qui a eu cours au début des indépendances dans la plupart des pays. On va produire localement pour réduire pour limiter nos importations, etc. Et lorsqu'on s'interroge sur le futur, pour le futur, on se demande si cette espèce de cloisonnement, encore une fois, est tout à fait justifié, ou est-ce que c'est plutôt devenu obsolète? Comment peut-on se contenter d'une industrialisation en vue de substitution d'importation? Comment peut-on le faire, se contenter de cela, lorsque d'autres visent une industrialisation industrialisante, et où donc on pense en termes de filières à industrialiser, etc., etc. Tout ça pour dire que la première question que moi, profane, je me pose, c'est de quoi l'industrialisation est-elle le nom? À quoi pense-t-on, à quoi se réfère-t-on lorsque l'on parle de l'industrialisation? Et je crois que il est important de libérer cette notion d'industrialisation de la gangue qui l'enferme et du flou artistique dont on l'entoure et qui amène les gens à regarder cela comme une espèce soit de sésame qui va résoudre tous les problèmes, hein, soit comme une histoire de sombre, pas clair, etc., ou quelque chose qui est au-dessus de nos forces. Et dès lors qu'on pense que c'est au-dessus de nos forces, on se retrouve verrouillé psychologiquement et on s'interdit d'aller dans ce domaine dont on pense qu'il est précisément au-dessus de nos forces. Alors, pour se libérer de ces deux attitudes, l'une qui consisterait à tout attendre de l'industrialisation, comme de l'autre qui consiste à se dire que c'est au-dessus de nos forces, il faut, je crois, faire un effort de clarification conceptuelle qui va donc bien au-delà des simples questions de terminologie et de précision sémantique. Ceci est mon premier point. Mon deuxième point, c'est que quel que soit le type d'industrialisation que l'on choisit, pour aujourd'hui et pour demain, et quelle que soit l'articulation entre ces divers types d'industrialisation, qui dit industrialisation dit transformation et dit donc rupture et départ par rapport à des schèmes dominants, etc. Et ces ruptures, elles me semblent nécessaires à plusieurs niveaux. Le premier niveau où une rupture s'impose, c'est sans doute au niveau des mentalités. Nous sommes dans ce pays dans des sociétés lignagères. Et une des caractéristiques des sociétés lignagères, c'est que l'on tend à privilégier la minimisation du risque sur la maximisation des opportunités. On n'aime pas se distinguer des autres, c'est très mal vu, et ça explique que très souvent, il y a une espèce de nivellement par le bas. Et dans des sociétés de ce type-là, la soumission de l'individu à la communauté se traduit par la constitution d'ordres et de castes qui assignent les individus dans des positions très précises et les enferment. Et la place que l'on occupe dans la société est déterminée par des facteurs qui n'ont rien à voir avec les propres compétences que l'on peut avoir, mais qui sont déterminés par le sang, par le rang, l'ordre de naissance, la place qu'on occupe dans l'ordre de naissance, etc., etc. Et dans des sociétés de ce type-là, ne sont pas des sociétés ouvertes. Ce sont des sociétés qui sont plutôt crispées, qui sont repliées sur elles-mêmes. Et de telles sociétés sont antithétiques avec une industrialisation qui suppose une capacité de rupture. Des sociétés d'ordre dans des sociétés d'ordre et de caste, comme celles que nous connaissons au Sénégal, tout ce qui est processus de transformation est pris en charge par des catégories socio-professionnelles qui, dans l'ordre social, ne sont pas aussi valorisées que ceux qui se contentent simplement de produire et de faire du brut. Les métiers, qu'est-ce qu'on transforme ici? Cuir et peau, vannerie, artisanat de bois, cordonnerie, etc. Tout ce que vous pouvez imaginer comme artisanat traditionnel est en principe
prise en charge par des catégories socio-professionnelles qui sont normées, qui sont figées, etc. Et il n'y a donc pas la capillarité sociale qui devrait permettre à des groupes de tirer parti des savoir-faire qui ont été accumulés pendant des siècles et des millénaires, parce que l'accès à ces savoirs est réservé à certaines catégories, etc. Il y a donc là un véritable problème, parce que s'il n'y a pas de transmission des savoirs, ou si cette transmission des savoirs se fait dans un cadre purement ésotérique, il n'y a évidemment pas cette capillarité sociale, encore une fois, qui aurait pu permettre de transmettre sur une large échelle des connaissances. L'artisanat et l'industrie, c'est de la transformation, mais la transformation, les métiers de la transformation sont mal vus. Et il y a là un véritable problème que notre système éducatif n'a pas non plus résolu. Parce qu'on aurait pu imaginer que les systèmes éducatifs modernes enseignent un certain nombre de savoir-faire, etc., et les valorisent, mais ça n'a pas été le cas. Notre enseignement technique et professionnel a été pendant très longtemps considéré comme un enseignement de seconde zone et réservé à ceux qui n'avaient pas réussi à être performants dans le système classique. Il y a d'ailleurs une expression assez révélatrice qu'on utilise encore en Wolof, ceux qui doivent se laver les mains en sortant du travail, parce qu'ils se salissent les mains. Et donc, l'enseignement technique et professionnel, ça a été pendant très longtemps assimilé à ceux qui doivent, en sortant de l'école, se laver les mains, à la différence de ceux qui vont dans les systèmes classiques et où ils peuvent sortir de l'école sans avoir besoin de se laver les mains. Il y a là, je crois, quelque chose d'important à considérer. Encore une fois, c'est le propre, pas de la seule société sénégalaise, mais de toutes les sociétés lignagères où l'on tend à minimiser le risque en gardant un ordre qui est fait de caste, qui est fait d'assignation à résidence, sans aucune possibilité pratiquement de capillarité sociale, et où donc les savoirs sont cloisonnés et confinés. Mais ce n'est pas que les sociétés traditionnelles ou les mentalités traditionnelles qui doivent évoluer. Il y a également que les mentalités des bureaucraties doivent évoluer. Parce que nous sommes dans un pays où, pas que le Sénégal encore une fois, nous sommes dans des environnements administratifs qui fonctionnent sur le mode du cloisonnement. On va s'occuper de l'industrie, mais on ne va pas s'occuper de l'artisanat, où il va y avoir une direction de l'industrie et une direction de l'artisanat et une direction de je ne sais trop quoi, etc., etc., oubliant qu'il y a un continuum. Victor a raison de rappeler que l'industrie, elle est née de l'artisanat. Le Conservatoire national des arts et métiers à Paris, qui forme des ingénieurs et parmi les plus brillants, est né d'abord de la volonté de valoriser les savoirs, les savoir-faire et les modes d'insertion des artisans dans un système qui est devenu industriel. Mais ici, nous sommes encore dans des régimes administratifs qui font qu'on ne voit pas ce continuum. On continue à saucissonner comme si c'était des entités qui devaient disparaître. Il n'y aura pas de tissu industriel sénégalais si on n'intègre pas l'artisanat, si on continue à traiter l'artisanat comme un parent pauvre. Et cette idée qu'il y aurait une espèce d'universel, de loi universelle ou de trajectoire universelle qui mettrait l'artisanat, l'industrie au-dessus comme ça, linéaire, qu'il faut franchir, etc. C'est une fausse idée. C'est une idée que rien dans l'histoire ne justifie. Et il faut donc qu'il y ait une révolution au niveau des bureaucraties de manière à concevoir les choses autrement. Je crois également que un troisième défi qui se pose à nous tient à la façon dont peut-être les industriels eux-mêmes voient leur rôle. Effectivement, nous avons aujourd'hui des industries, nous avons des capitaines d'industrie, etc., etc.
Mais est-ce le fruit d'un héritage ou autre chose? Toujours est-il que j'ai l'impression qu'on a encore cette mentalité de les chefs d'entreprise comme étant un boss. Le boss, ça allait lorsqu'il y avait qu'une source d'information, qu'une source de commandement, qu'une source de financement, etc., etc. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce sont des équipes qui gagnent. L'avenir est à la constitution de réseaux. L'avenir est à la constitution, au développement de flux, etc., des échanges continus, etc. Et je crois donc que les capitaines d'industrie ne gagneront la bataille, ne donneront la pleine mesure de leur potentiel que s'ils savent inspirer et motiver des groupes. Je crois que c'est quelque chose d'important et la capacité à créer des coalitions autour de projets communs me semble important. Quatrième défi, je crois, c'est la nécessité de disposer d'une ambition nationale. Victor a commencé son exposé en évoquant le cas de la Corée, dont le PIB était inférieur à celui du Sénégal en 1960. Et aujourd'hui, il est 22 fois plus important que celui du Sénégal. Et l'explication, selon lui, tenait au fait que la Corée s'est industrialisée alors que le Sénégal ne s'est pas industrialisé. Je suis prêt, j'accepte ce raisonnement. Mais je crois qu'il y a autre chose qu'il faut dire, c'est que si la Corée s'est industrialisée, elle l'a fait contre les avis des soi-disant experts. Elle a été dissidente par rapport à la doxa dominante. Juste un exemple. Dans les années 75, en 73 par là, la Corée a voulu s'industrialiser. Elle a voulu monter une industrie automobile, etc. Les experts se sont penchés sur le dossier coréen et ont conclu, les experts d'une organisation internationale respectable que j'aurai la bonté de ne pas nommer, ces experts donc ont conclu le rapport en disant la Corée n'a pas d'avenir industriel. Elle n'a pas de matières premières. Que voulez-vous qu'elle fasse? Elle n'a pas d'avenir industriel. Donc, ne mettez pas vos billes en Corée pour lancer une industrie coréenne. Elle n'a pas de sens. Les Coréens ont été piqués au vif. Ils se sont dit, mais au nom de quoi des experts étrangers veulent nous assigner à résidence, à demeure et pour l'éternité, et nous ferment les portes de l'avenir en décrétant que nous n'avons pas d'avenir industriel. Ceci est inacceptable. Eh bien, ce sentiment d'indignation nationale a été à la base d'une mobilisation forte de la société coréenne pour dire nous allons démentir ceux qui nous condamnent à rester ce que nous sommes alors que nous avons un potentiel que nous pouvons valoriser. Et je crois qu'il n'y a pas d'ambition nationale sans une certaine indignation devant l'intolérable, l'intolérable étant cette assignation à résidence pour l'éternité. Il n'y a pas de fatalité historique à laquelle les sociétés ne puissent échapper. Tant que nous ne sommes pas convaincus de cela, il n'y aura pas de vision digne de ce nom et il n'y aura pas d'ambition. Et mon dernier point, c'est que l'industrie et les industriels, pour utiles qu'ils puissent être, pour courageux qu'ils puissent être, pour ambitieux qu'ils puissent être, ils ne développeront pas, ils ne feront pas du Sénégal un pays industriel s'il n'y a pas un État qui est derrière. Il n'y a pas d'industrialisation sans État, et sans État digne de ce nom, c'est-à-dire un État stratège, pour reprendre un terme qui a déjà été utilisé tout à l'heure par Victor. Il y a eu des industrialisations dans ce pays à un moment où les discours sur l'État minimaliste a prévalu. Heureusement que c'est un discours qui a fait long feu, qui n'existe plus, mais c'est au moment où le discours de l'État minimaliste, résumé par la fameuse formule « moins d'État et mieux d'État », c'est au moment où ces discours faisaient ses ravages qu'il y a eu des phénomènes de désindustrialisation du Sénégal. La désindustrialisation a été
le parent du désengagement de l'État. Il y a donc, il y a là une véritable responsabilité de l'État dans la situation que nous connaissons aujourd'hui. La filière textile s'est effondrée, d'autres filières se sont effondrées, les embryons qui existaient ont disparu parce que l'État n'a pas su jouer son rôle ou parce qu'il a cédé aux sirènes d'un certain nombre d'agences qui ont fait croire que le secteur privé pouvait, comme par une opération du Saint-Esprit, résoudre tous les problèmes avec ou sans État. C'est une illusion, c'est une aberration, et il faut donc que l'État prenne ses responsabilités et les assume si l'industrialisation doit demain devenir une réalité. Voilà quelques propos d'un homme qui n'est pas des vôtres, quelques propos un peu décousus par moments, mais c'est du fond du cœur que je le dis. J'ai voulu simplement partager avec vous quelques réflexions.